C'est sous le signe de l'art qu'est né Henri Leeuwenbruck. Écrivain, musicien, chanteur, compositeur, il nourrit ses œuvres d'une sensibilité exacerbée dont il nous partage quelques bribes en effectuant avec nous un bref voyage, la tête dans les étoiles. Bon Henri, merci beaucoup de te joindre à la tête dans les étoiles après nos petits camarades Olivier Norek, Nicolas Lebel, Sébastien Drouin, la merveilleuse Mireille Calmel, Jean-Luc Bizien, qui j'en oublie, je sais que j'en oublie. Je suis en train d'en oublier. C'est pas grave. Et il y en a Je certains retrouverai. qui sont pas encore passés, c'est pour ça. Il y en a qui sont pas encore passés. On retrouvera Alexis Debsker au mois d'avril. J'essaye toujours de courir après Maxime, qui m'avait donné son accord, Maxime Chatham. Et je ne désespère pas de comment dire, clouer au sol Bernard Werber pour qu'il puisse participer aussi à ça. Tu vas y Euh, arriver. Tu vas y arriver. Tu es le court-le-ciel de la ligue, de Skywalker. Alors justement, avant de parler de Skywalker, mais on va y venir, on va s'intéresser à ton cas parce que donc il y a eu une introduction avec ton parcours qui est alors à la fois très hétéroclite puisque auteur, compositeur, musicien, tu es passionné de moto, mais il y a quand même une espèce de ligne directrice dans tout ça, comme en témoignent d'ailleurs tes études entre Cagne et une maîtrise d'anglais, c'est un amour de la langue qui s'est traduit par un amour de l'écriture, alors qu'elle soit littéraire pure ou qu'elle soit musicale, même si on pourrait considérer que la musique, l'écriture pour la musique est une écriture littéraire, comme le montre le prix Nobel de notre ami Bob Dylan. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout ça s'est construit, cet amour de l'écriture et puis sans doute de la lecture? Écoute, je pense que d'abord, il y a eu une figure phare, ça a été Brassens, qui était un ami de mes parents. Et j'ai été élevé à Brassens, biberonné à Brassens. Depuis ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, j'ai écouté Brassens quasiment tous les jours. Et il mêle les deux parfaitement. C'est-à-dire que Brassens était un très très grand musicien, même si certaines personnes ont l'impression que c'est un peu toujours la même chose. C'est une fausse impression qui est laissée par les arrangements à la guitare, où il fait ces petites pompes, pompa, 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 qui donnent un peu cette impression de répétition. Mais en réalité, les mélodies de Brassens sont d'une richesse hallucinante. Donc c'était un très grand musicien. Et c'était surtout un très grand parolier, un très grand poète. J'ai grandi avec Brassens, donc j'ai été très vite fasciné à la fois par l'écriture de chansons, mais par la littérature, parce qu'il était aussi auteur, il a écrit des romans, voilà. Et puis il se trouve que dans la famille, j'avais aussi un grand-oncle qui était Pierre Leeuwenbruck, et qui était un romancier populaire de la première moitié du XXe siècle, qui a écrit une centaine de romans courts, des romans populaires chez Talandier, sous plein de pseudonymes différents. J'en parle dans la postface des disparus de Blackmore, et je pense qu'il y a, si ce n'est un lien génétique, il y a en tout cas chez moi, gamin, une fascination pour l'oncle Pierre, de voir ses bouquins dans la bibliothèque, qui a fait que le métier d'écrivain a été fantasmé dans mon enfance, avant même d'être lecteur. C'est-à-dire que je voyais une magie dans le métier d'écrivain avant même d'être devenu un gros lecteur, ce qui est arrivé assez tard, enfin, entre guillemets, pour un écrivain, parce que j'ai commencé à lire de manière compulsive que vers 14 15 ans, ce qui est finalement assez tard pour quelqu'un qui a fait la carrière que j'ai faite, quoi. Voilà. D'accord. Et tu l'as connu, ce tonton, ou pas? Non, tu l'as pas Il est connu. mort l'année de ma naissance. Aïe, aïe, aïe. Toi, c'est une belle histoire. Oui, c'est peut-être une histoire de passation, d'ailleurs, effectivement. Parce que mine de Ouais. rien, t'écris beaucoup. Ça, c'est aussi un truc qui est. Vous êtes quelques-uns que je trouve assez saisissants. Quand je voyais le temps qu'il me fallait moi pour écrire un roman, vous êtes capable de ne faire que ça, que ça, que ça, quoi. Ouais, alors un peu moins ces derniers temps là, mais oui, oui, oui. Après, on fait que ça, quoi. Enfin, que ça, entre guillemets, parce que moi j'ai plein d'activités à côté, mais qui relèvent du loisir. Mais professionnellement, quand on a la chance de vivre de sa plume, ben mine de rien, on peut écrire tous les jours, quoi. Donc ça facilite les choses. J'ai jamais eu la problématique de la page blanche, tu vois. J'ai jamais été en manque d'inspiration. C'est plutôt le contraire. J'ai Le manque de plutôt. temps par rapport pour écrire tout ce que tu as en tête. Ouais, exactement. C'est plutôt l'angoisse de la page noire, plutôt. C'est-à-dire que bon, j'ai grandi avec une peur de la mort
qui m'est venu de je ne sais d'où. C'est-à-dire, depuis que je suis tout petit, j'ai peur de mourir. C'est rigolo, Et vous avez ce point commun avec Olivier avec Marek. Olivier, ouais, 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 ouais. Et du coup, j'ai la peur de mourir avant d'avoir écrit tout ce que j'ai envie d'écrire, tu vois. Et Tu es toujours habité par cette peur? ah ouais, 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 ouais. Alors c'est vachement calmé en devenant papa, Ouais. parce qu'avant c'était terrible, hein. Je me réveillais la nuit en sueur, en criant, je veux pas mourir. Ouais, limite des terreurs nocturnes également comme Ouais, Olivier, hein, c'est surprenant. Ouais. ouais. Et puis maintenant, ça s'est un peu calmé, d'abord parce que je suis devenu papa et je pense que du coup, tu t'inquiètes pour quelqu'un d'autre. Donc ça relâche l'inquiétude que tu as à soi. Et puis aussi parce que tu apprends avec l'âge à tromper ton cerveau quand il va dans ces ombres-là. C'est-à-dire que moi, je sais que mes angoisses de mort, elles m'arrivent quand mon cerveau commence à essayer d'imaginer la mort. Quand j'essaie de m'y projeter et d'imaginer ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire ne plus être. Et qu'est-ce que ça voulait dire ne pas être encore quand j'étais pas né, tu vois. Et là, mon cerveau, il part en vrille totale. Et j'ai appris à le tromper. C'est-à-dire que quand je sens arriver cette angoisse-là, j'ai appris à divertir mon cerveau. Je comprends, mais en même temps, c'est important, ça va être difficile. Ouais. Moi, je connais pas cette peur au sens où, justement, depuis la pratique de l'astronomie et des temps qui sont ceux de l'univers, ma présence n'a absolument plus aucune importance à mes yeux. C'est-à-dire qu'elle Mais s'arrête n'a c'est pas marrant que tu dises d'importance. ça. Parce que justement, moi, alors tous les étés, je vais dans le sud de la France, dans l'Hérault, avec mes enfants, et on y va tous les étés au mois d'août, qui est le mois le plus génial pour regarder le ciel, pour quand tu les regardes à l'œil nu, quand tu le Mhm, regardes à l'œil nu, et on a les étoiles filantes, on a plein de trucs. Et notre grand jeu, c'est en général vers minuit, avec mes enfants aînés, d'aller s'allonger sur un transat, de mettre de la musique et de regarder les étoiles, quoi. Et je sais qu'au bout de un quart d'heure, 20 minutes, l'angoisse me prend à cause du ciel. ah ouais. Justement. C'est-à-dire que cet infiniment grand et qui met en lumière notre infiniment petit et qui met en lumière la vanité de notre existence, elle finit par devenir angoissante. Alors au début, c'est génial, j'adore, je me dis, waouh, c'est beau, c'est super. J'ai une application sur mon téléphone pour tu sais, regarder les constellations, les trucs. Et puis tout à coup, au bout d'un moment, ça me fait flipper et hop, je vais me coucher. Là-dessus, tu es tout sauf un cas isolé, je te rassure. Ouais, Moi, j'ai vu des gens faire des crises de panique en regardant dans un télescope, en observant une planète, de réaliser que au bout de leur œil et au bout de de la lunette, il y avait effectivement un objet qu'ils considéraient comme étant très loin, alors qu'en fait c'est tout proche, et qui se sentait minuscule et donc un peu écrasé par cette immensité. ouais. L'intérêt, alors je suis pas là pour faire l'apologie de quoi que ce soit, ni pour essayer de d'apaiser tes souffrances, même si j'en serais heureux, mais l'intérêt aussi dans l'étude de l'astronomie, c'est de se rendre compte que tout est un cycle, c'est-à-dire que la mort a engendré, il a fallu la mort d'étoiles pour engendrer la naissance de nouvelles générations d'étoiles, qui elles-mêmes ont pu générer la vie, puisque au début on était sur deux éléments, et puis que ce sont les étoiles qui forgent les briques de la vie, et que quand on dit que la poussière d'étoiles, c'est une réalité, Bien et sûr. que, mine de rien, moi j'ai toujours considéré que finalement j'étais locataire des quelques atomes que l'univers m'avait attribués, et puis qu'il faudra les rendre après, et puis qu'ils deviendront autre chose, ma foi. Alors, effectivement, la paternité là-dedans, ou la maternité, peuvent avoir un rôle Ouais. pour aider à se dire, tiens, voilà, on a transmis quelque chose, Non, mais d'un point de vue perdurer. rationnel, j'en suis convaincu. Et je vais même te dire, je pense qu'il n'y aurait pas de pire nouvelle pour l'humanité que d'être immortel, tu vois. C'est l'horreur. Ce serait horrible. Ce C'est serait l'horreur, c'est-à-dire horrible. que tu Ouais. laisses jamais la place à une nouvelle génération, que ce serait toujours les mêmes vieux cons qui auraient le pouvoir. Enfin bon, c'est une catastrophe. Mais très égoïstement, je serais pas contre que je sois le seul. Dans ce rapport que tu as à la lecture, qu'est-ce qui t'amène, tu parlais de Brassens, d'accord, mais et de ton oncle, mais qu'est-ce que tu as aimé lire quand tu es devenu un lecteur un peu plus compulsif, justement, à cette adolescence? Écoute, j'ai eu le chemin un peu classique de la bande qu'on est, hein, c'est-à-dire Tolkien et Stephen King au début. Euh, le jeu de rôle, beaucoup. J'ai Mhm. énormément joué de l'âge de 13 ans, à partir de l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, on va dire, mais essentiellement de l'âge de 13 ans à l'âge de 18 ans, j'ai énormément joué aux jeux de rôle qui m'ont entraîné vers la littérature de fantasy. Donc je me suis mis à lire Anne McCaffrey, Fritz Leiber, Anne Robert McCaffrey, Howard. c'était les Dragons de Perne, ça. Ouais.
C'était Euh, fantastique. J'ai jamais compris que ça soit à moitié tombé dans l'oubli, ce truc-là. ouais, c'était vachement bien, de McCaffrey, Ouais. ouais. Et puis c'était une des premières nanas, quoi, avec Marion Zimmer Bradley aussi, qui était vachement bien. Enfin, tu vois, j'ai lu toute cette génération d'auteurs de fantasy, on va dire des années 80-90 après Tolkien, quoi. Et puis après, j'ai fait des études littéraires. Et là, je suis parti vers une littérature assez différente, tu vois, avec Hippocagne et Cagne, ça m'a ouvert à une littérature plus classique ou au contraire plus moderne, mais plus exigeante. Voilà, et aujourd'hui, bah, j'ai tellement lu, j'ai énormément lu, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. J'ai surtout beaucoup lu à l'époque où j'étais journaliste, parce que j'étais critique littéraire. Je devais lire 4 ou 5 livres par semaine à cette époque-là. Et ça a duré quand même quelques années, au point où j'en suis arrivé à un stade où maintenant je commence à avoir du mal à lire de la SF ou de la fantasy, parce que j'en ai tellement lu que j'ai l'impression d'avoir du retard sur tout le reste. Et du coup, là, maintenant que je suis arrivé à ma cinquantaine, j'ai plutôt tendance à retourner vers des lectures un peu classiques et de la littérature blanche, quoi. Mhm. J'ai un peu honte en le disant parce que je suis quand même un ardent défenseur de la littérature de l'imaginaire, du polar, du thriller, et depuis longtemps, parce que je me suis beaucoup battu pour ces littératures-là, mais j'avoue que j'en lis de moins en moins. Bon, après, je pense avoir rempli mon devoir. Mais en même temps, avoir honte d'avoir des goûts hétéroclites, ma foi, il me semble que c'est ce qu'on reproche à ceux qui crachent sur les littératures dites de mauvais genre, Bien sans sûr. même en avoir Mm. jamais ouvert ou tourné une page. Mais Ouais. donc, il n'y a Mm. aucune honte à en avoir, bien au contraire. Et surtout qu'on est tous, quand tu parlais de choses que nous avions en commun, mais nous sommes tous à la croisée de plusieurs cultures qui incluent la littérature, le cinéma, la musique, souvent le jeu de rôle et ou le jeu vidéo. Pardon. J'ai souri il y a quelques jours en repostant sur le site de la Ligue de l'Imaginaire cette vidéo où tu étais au salon de Saint-Maur-en-Poche Ouais, et où 2014, ouais. tu prends l'exemple de Shakespeare et qui est génial, où tu dis, bah voilà, Shakespeare, qui est quand même le grand classique de la littérature anglaise, personne ne va dire que c'est la littérature ridicule sous prétexte qu'il y a un fantôme qui parle dans Hamlet, etc. Et j'ai trouvé que l'exemple était super intéressant, était vachement bien, quoi. Tu parlais de jeux de rôle, quels univers t'intéressaient dans le jeu de rôle? Parce que c'est Alors, vaste, hein. Tu peux aller dans Star ouais, Wars comme tu peux aller dans les tréfonds de la Terre hein, et j'ai beaucoup, des châteaux. j'ai beaucoup joué à Donjons et Dragons au début parce que voilà, j'ai commencé à jouer en 1984, je crois. Donc, si tu veux, au moment où Donjons et Dragons explose, surtout en Angleterre et un peu en France. Et à l'époque, moi, j'avais la chance d'être bilingue et d'aller en Angleterre régulièrement, puisque mes parents ont vécu là-bas, etc. Et j'avais des potes en Angleterre. Et donc, de revenir et de. J'étais un peu le dealer officiel de Donjons et Dragons en France, parce que, Tu enfin, à ramenais les Paris. bouquins TSR Ouais, avec les modules. exactement. Ah ouais. J'allais dans les boutiques anglaises et quand je revenais avec plein de livres, quoi. Et voilà, donc ça a été Donjon pendant très longtemps. Ça a aussi été Cthulhu très vite, puisque 84, ben voilà, ça a été la boîte, la fameuse boîte de Cthulhu aussi. Un peu moins parce que il y avait quand même dans les premières versions de Cthulhu, de l'appel de Cthulhu, donc inspiré de l'œuvre de Lovecraft. On va dire que tu mourais très très vite dans les premiers scénarios de l'appel de Cthulhu, et du coup c'était vachement moins ludique parce qu'il n'y avait pas ce côté que moi j'aime beaucoup dans les jeux de rôle qui consiste à faire mûrir un personnage pendant une longue période. Dans l'appel de Cthulhu, surtout dans la première version, tu avais quand même très très peu de chances de finir un scénario avec ton personnage encore vivant, quoi. Et ça me correspondait moins à ce que j'attends dans les jeux de rôle. Alors, il se trouve que depuis, l'Appel de Cthulhu a connu 7 éditions successives et qu'aujourd'hui, il est plus proche de mes aspirations. Après, on va dire, dans les années 90, je me suis tourné vers Cyberpunk énormément, Ouais. qui a été l'univers, on va dire, de jeux de rôle dans lequel j'ai le plus joué. Voilà. Et puis maintenant que je suis adulte et que je rejoue avec mes copains, donc, dont beaucoup d'auteurs de la Ligue de l'Imaginaire, puisque Olivier Ball, Alexis Lebsker, Nico Taquian, Nico Lebel jouent avec moi à l'appel de Cthulhu. Voilà, on est plutôt tourné vers l'appel de Cthulhu qui, somme toute, je pense, est de tous les jeux de rôle auxquels j'ai pu jouer, celui qui est le plus adulte, c'est-à-dire celui où tu sombres le moins vite dans le burlesque, quoi. Et tiré de l'univers d'un astronome quand même. Ouais, oui, oui. Enfin, d'un Ok. astronome. Ah, d'un astronome. Il a commencé l'astronomie Ouais, il y a 8 ans, le pépère. Il a écrit ouais. pour, Mais il a sur écrit pas mal de l'astronomie. conneries, hein, quand même. Et après, il est devenu dingue. Ça, c'est encore autre chose. Euh,
Donc ces univers-là, ok, tu procèdes du jeu de rôle. Alors c'est vrai que quand on regarde de près, c'est marrant, le jeu de rôle a un peu le parcours du comics. C'est-à-dire que quand tu lisais du comics dans les années 80, tu étais un crétin. Quand tu faisais du jeu de rôle dans les années 80, tu étais limite sataniste. Ouais. Et puis aujourd'hui, ce sont deux moteurs de véritables industries qui rapportent des milliards. Alors les comics, on les a vus avec la Marvel ou la DC, même si c'est en perte de vitesse. Et puis le jeu de rôle, eh ben, on se rend compte que ça a inspiré pratiquement tous les acteurs, réalisateurs, auteurs qui sont dans la quarantaine ou dans la cinquantaine aujourd'hui, ce qui est assez marrant. Mm. Quand tu commences à écrire ton premier roman, tu as quel âge et est-ce que tu t'attends à en faire carrière dans la lignée de ton oncle, justement? Alors, mon premier roman, je devais avoir 10 ans, Ouais. mais inachevé. C'est-à-dire que ça paraît fou, hein, mais la première fois que j'ai terminé un roman, c'est le premier que j'ai publié. Donc à Mhm. 25 ans. Les Post-Humains, 98, 26 ans. Voilà. À 26 ans, j'ai publié mon premier roman et c'était la première fois que je finissais un roman. C'est-à-dire que j'ai écrit, je pense, sans exagérer, une cinquantaine de romans avant celui-là, sans jamais en finir un seul. J'écrivais des romans très jeune, très tout petit. J'écrivais des romans alors que j'illustrais moi-même. C'est amusant parce que je recommence à le faire maintenant avec les Gabriel Joly, mais je les illustrais, j'aimais beaucoup ça, tu vois. C'était l'époque où, tu vois, quand tu as 10 ans, tu lis cette littérature où tu as des images toutes les 15 ou 20 pages, hein, surtout les romans d'aventure de cette époque. Donc je m'amusais à les illustrer. Et je n'imaginais pas en faire carrière jusqu'à l'âge de 17 ou 18 ans, où mon meilleur ami, qui est Fabrice Maza, qui est toujours mon meilleur ami, avec qui j'ai coécrit d'ailleurs Serum, et puis qui a écrit Le Grand Livre des Énigmes, qui était mon pote, mon frère, quoi, qui est toujours, un jour était chez moi en mon absence, et il est tombé sur mes textes, et il les a lus. Et quand je suis, ce qui pour moi était un drame, hein, parce que je faisais lire à personne. Et quand je suis rentré chez moi, il m'a dit, Henri, j'ai lu tes textes. J'ai dit, ah bon, merde. Et il m'a dit, j'aime pas trop, mais tu seras écrivain. Et cette phrase, elle a changé ma vie, je pense. Parce que dans la voix, dans la bouche de Fabrice, il y avait un côté prophétique. Puis qui m'a donné une confiance de dingue, parce que c'est un type extrêmement critique qui aime chambrer. Notre mode de communication, c'était plutôt la chambre, et voilà. Et qui me disent ça, je me suis dit, merde, si lui, il le croit, c'est que ça doit être vrai. Et c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit que ça allait devenir mon métier. Ouais. Ouais, ça t'a donné la conviction. Le succès est arrivé tout de suite? J'ai eu beaucoup de chance, il est arrivé au deuxième roman, au troisième, on va dire. C'est-à-dire, C'est quoi? C'est la Moira? ouais, au deuxième tome de la Moira, ça a commencé en fait, j'ai commencé à en vivre à partir du deux ou troisième tome de la Moira, parce que, pas un coup de chance, hein. Alors d'abord, l'édition était d'abord un monde plus ouvert qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui, un livre qui sort en grand format, il reste sur les tables un mois, 2 mois, grand maximum. À l'époque, il restait 6, 7 mois. Donc, tu avais quand même 3 fois plus de temps pour vendre tes romans en grand format, parce que les auteurs vivent essentiellement du grand format et pas du poche, hein, pour préciser aux lecteurs qui ne le savent pas, mais ce qui nous fait vivre, c'est essentiellement les grands formats. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'être traduit dans une dizaine de langues. Et c'est ça qui m'a permis d'en vivre assez rapidement. Voilà, donc, mais bon, après être passé, mon premier roman, j'ai mis un an à l'écrire et m'a rapporté 12 000 francs, tu vois. 12 000 francs en un an, tu vois, on va dire que ça fait quand même 2 000 € d'aujourd'hui, et 2 000 € en un an, tu vis C'est peu. pas. Et donc j'ai failli arrêter. J'ai failli Ouais. arrêter, c'est-à-dire que quand je me suis dit, merde, ah ouais, ok, d'accord, donc j'ai bossé un an et ça me rapporte, allez, on va dire 2 000 €. Bah, j'ai failli arrêter. Et en fait, c'est ma mère qui m'a envoyé un courrier qui m'a dit, Henri, si tu arrêtes, je te renie. Et si tu es dans la merde, je serai là. Donc continue. Et donc j'ai Euh, continué. Et bon, elle a eu raison, puisque voilà. Mais j'ai failli arrêter, ouais. Ouais, un ouais. bel encouragement familial, ma foi. Ouais. Tous les artistes peuvent pas prétendre avoir eu un soutien pareil. C'est Voilà, chouette, c'est ça. ça. Mais j'ai beaucoup, tu sais, moi, je suis conscient que mon bonheur est le fruit d'un entourage magique depuis ma naissance, hein. J'ai des parents géniaux, j'ai des potes géniaux,
une famille extraordinaire et voilà, j'ai des enfants incroyables. Enfin, je suis super, j'ai beaucoup de chance. J'ai fait des très belles rencontres dans ma vie, des profs, des directeurs de bahut et tout. J'ai vraiment eu énormément de chance dans mes rencontres, quoi. Bah, écoute, en parlant de rencontres, justement, tu as eu un goût pour le collectif assez rapidement, puisque tu es à l'origine de la Ligue de l'Imaginaire. Donc, est-ce que tu peux à la fois nous raconter comment elle est née, en quelle année, et puis avec quels objectifs exactement? Alors, c'était 2008. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis tribal, hein. J'ai toujours aimé les tribus. J'ai toujours été. Alors, j'ai deux sœurs, j'ai pas de frères, j'ai deux sœurs. Je pense que j'ai toujours été en quête de frères. Donc, que ce soit dans mes bandes de potes quand j'étais gamin, que ce soit la franc-maçonnerie que j'ai intégrée des années plus tard, que ce soit les clubs de moto que j'ai intégrés plus tard, que ce soit la Ligue de l'Imaginaire, il y a toujours cette quête de frangin, quoi. Et dans frangin, en réalité, plus le temps passe, moins je mets de connotation de genre, puisque finalement, j'ai plein de frangines dans tous ces rassemblements-là. Mais la Ligue, c'est né, écoute, en 2008, on était quatre. Il y avait Maxime Chatham, Olivier Descos, Franck Tillier et moi. Et on était tous les quatre à Val d'Isère, dans un chalet, assis autour d'une table. On avait été invité par Jean-Paul Chaffran, qui était un libraire à Val d'Isère, un des libraires qui tenait le Bouquetiniste, qui est une des librairies les plus hautes en altitude en France. Un type génial. Il nous avait réunis pour faire un mini salon de polar à Val d'Isère et on s'est rendu compte, d'abord, certains, on se connaissait mieux que d'autres. Moi, je connaissais bien Maxime, mais un peu moins Franck. Je connaissais bien Olivier, mais Olivier connaissait bien, bon, bref, etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait un peu ce que tu disais tout à l'heure, on souffrait un peu de cet ostracisme de la part de la littérature blanche, mais aussi des vieux polars 2, c'est-à-dire de la génération du roman. C'est ça qui est très triste, c'est qu'en fait, à cette époque-là, les auteurs de polars de la génération précédente nous considéraient comme des petits cons, quoi. Ça a complètement disparu aujourd'hui, mais à l'époque, on en prenait plein la gueule, pour pas un rond. Et du coup, on a eu ce besoin de s'unir et de dire, bah, on va se soutenir, quoi. On va se lire les uns les autres, on va se filer des coups de main, et puis on va se rassembler régulièrement pour boire un coup et rigoler, et puis se donner des conseils, voilà. Et très vite, la ligue a grossi, donc il y a eu un cinquième membre très rapidement, puis 6, 7, 8, et tu es arrivé, enfin voilà, et aujourd'hui on est 25. Quel serait dans un monde idéal ce que la Ligue parviendrait à faire? Ben, moi, je trouve qu'elle y arrive déjà, quoi. C'est-à-dire faire du bien à ses membres régulièrement. Tu vois, quand on se montre des projets de couverture et que chacun donne son avis, ça nous aide à progresser. Quand on se lit les uns les autres, quand on organise des événements comme le prix de la Ligue de l'Imaginaire, où du coup on soutient des jeunes auteurs, le projet, là on a un projet, alors j'en parle pas trop parce qu'on garde un peu le suspense, mais on a un projet caritatif qui est en cours, qu'on va bientôt dévoiler. Enfin, tu vois, pour moi, elle remplit déjà largement son œuvre et j'ai l'impression que nous y touchons tous notre salaire, comme on dit. Quand tu écris du fantastique, par exemple, ou presque du merveilleux, la Moira, c'est plutôt dans cet environnement-là. Tu es dans l'univers dans lequel tu te sens le mieux, ou est-ce que le réel, le thriller, c'est quelque chose que tu préfères, ou est-ce que c'est équivalent? Est-ce que justement, il y a un monde dans lequel tu te sens le plus à l'aise pour développer tes histoires? Alors je devrais mentir en répondant, tu vois, je devrais te dire Tu en as toute liberté. tu vois, je devrais te dire non, non, écoute, je suis aussi à l'aise dans les uns et dans les autres, mais en fait, c'est pas vrai. En réalité, plus ça va, moins je suis attiré par le fantastique et la fantasy et la science-fiction, et plus j'ai envie d'ancrer mes bouquins dans le réel. Même si là, je me suis fait un petit plaisir avec Blackmore. Donc, si tu veux, j'ai l'impression d'avoir des petits plaisirs coupables par moment avec des retours vers le fantastique, mais qui sont plutôt de l'ordre de l'exercice de style nostalgique, tu vois, que du véritable engagement littéraire et de romancier. Donc, non, non, les livres que j'ai vraiment envie d'écrire et où je mets mes tripes, c'est des romans réalistes comme peuvent l'être J'irai tuer pour vous ou Nous rêvions juste de liberté ou voilà où vraiment on va dire le temps quasiment présent et puis une peinture assez réaliste de mes contemporains me permet de dire des choses qui me tiennent à cœur quoi. C'est une idée importante pour toi, la liberté. Ah bah oui. Elle Ouais s'exprime ouais mais comment? dans son acception la plus respectueuse d'autrui qui soit, c'est-à-dire que
Euh, Ma je liberté suis... s'arrête là où commence celle des autres. C'est pire que ça. C'est-à-dire que pour moi, la liberté, elle s'arrête tout le temps, partout. C'est-à-dire que euh, il n'y a rien de plus dangereux que de considérer la liberté comme un état. C'est pas un état, c'est un moment, c'est un instant. Et c'est cette liberté-là qu'il faut chercher, c'est-à-dire aller chercher des petits moments de liberté. Mais si on a envie d'être libre tout le temps, on fait du mal à plein de gens, quoi. On peut pas être libre tout le temps. Il faut pas vouloir être libre tout le temps. Il faut accepter des contraintes, il faut accepter des obligations, il faut accepter des compromis, il faut accepter de se sacrifier pour autrui. Il faut l'accepter ça. Mais par contre, chérir des beaux moments de liberté et s'y abandonner, savoir s'abandonner, pour moi, c'est capital. Et je me réserve dans ma vie des moments d'abandon, quoi, dans lesquels, alors là, je vais même à l'encontre je crois que c'est Spinoza qui disait une phrase qui m'a toujours énervé, qui était la liberté, c'est la nécessité comprise. C'est-à-dire, pour être libre, il faut accepter justement les contraintes dont je parlais avant. Non, pour être heureux, oui. Mais pour être libre, il faut envoyer chier les nécessités pendant un court moment. C'est-à-dire se dire, voilà, là, au mois de juillet, du 10 juillet au 19 juillet, je me barre, je veux voir personne, je prends pas mon téléphone portable, je prends pas d'ordinateur, vous aurez pas de nouvelles de moi, et je fais ce que je veux. Et j'ai de compte à rendre à personne. C'est ça la liberté. Mais par contre, le 13 juillet, quand je reviens, je m'occupe de tout le monde et je fais tout ce que j'ai à faire et je retrouve cette nécessité comprise, tu vois. Et je pense que l'erreur de Spinoza, c'est de définir la liberté comme ça, alors qu'en fait, c'est pas la liberté qui décrit, c'est le bonheur. Et c'est vrai que pour être heureux, il faut accepter toutes les nécessités qui nous entourent. On a beaucoup parlé là, de l'écriture, enfin de la littérature, la musique là-dedans. Bah, la musique, écoute, pour le coup, bizarrement, c'est encore plus ma vie que l'écriture. C'est-à-dire que je suis plus habité par. Je prends plus de plaisir à faire de la musique qu'à écrire. C'est pareil, ça, je devrais pas te le dire, mais quand je me mets dans mon petit studio, j'ai un petit studio d'enregistrement à la maison et que je commence à jouer, 24 heures peuvent passer et j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je suis devant mes claviers. Alors que quand j'écris 1 heure, j'ai l'impression que ça fait 10 heures que j'écris, tu vois. C'est le Ouais, je contraire. comprends. Ouais. L'écriture, pour moi, est beaucoup plus pénible. L'acte d'écrire est beaucoup plus laborieux et pénible que la musique. La musique, c'est que du bonheur pour moi. Et que la scène, le studio, j'adore ça. Donc, elle est très, très présente. Elle est même présente quand j'écris, parce que j'écris en musique. Et tu sur scène, pareil, tu es épanoui ou c'est juste un aspect de la musique Ah ou non, c'est le summum. Après, ça me manque parce que ça fait bien 7 8 ans que je fais plus de scène. Alors, ça m'arrive très occasionnellement, mais il y a une dizaine d'années, j'en faisais énormément. Je tournais avec des groupes, etc. Et c'est les plus beaux moments de la création, on va dire. Enfin, pas de ma vie, hein, mais de ma vie artistique, c'est les plus beaux moments. Parce que le public est là au moment de la création, donc de la réception. Tu vois, quand tu écris un bouquin, tu vois pas les gens lire tes livres et puis tu partages pas leur plaisir de lecture. Alors que quand tu joues sur scène, tu partages le plaisir du public, quoi. Et en général, le public, quand il est heureux, il te porte. Et du coup, tu joues encore mieux que d'habitude. Et tu as des petits moments, des petits instants de grâce qui sont dus à ce partage. Et ouais, c'était Grégor, comme on appelle ça, là, chez nous. Mais un moment de avant aussi. béatitude un peu magique, un peu Ouais. sacré comme ça à part. Tu as une bande, tu parlais de côté bande, fraternité, tout ça, t'as l'équivalent dans la musique? Bah oui, c'est Renaud, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé avec Renaud. Il semble que tu as traduit l'album La Balade irlandaise, en fait, tu as fait une traduction Ouais, dessus, hein. alors, je l'ai aidé. On va dire que j'ai traduit de manière très littérale les ballades irlandaises en français et ensuite, lui, les ai adaptées pour les mettre à sa source, quoi, hein. Je chante sur cet album, d'ailleurs. Ouais. Un jour, Renaud est venu me voir en concert où je chantais. J'avais fait un petit album de chansons françaises que je me suis mis à chanter sur scène et à la fin du concert, il vient me voir, il me fait: Henri, tu chantes vraiment comme une merde. Tu chantes tellement mal que tu pourrais faire les chœurs sur mon album. Et c'est comme ça que j'ai fini de faire les chœurs sur Molly Malone. Tu le Voilà. connaissais avant ou pas? Ouais, 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 tu le connaissais. ouais, on s'est connus bah, grâce à Brassens, en fait. C'est-à-dire que c'est une longue histoire, mais il a su que mon papa avait traduit les chansons de Brassens en anglais et c'était à l'époque où Renaud voulait aller chanter en Angleterre. Et donc, j'ai traduit des chansons de Renaud en anglais. Donc, le chemin inverse de Molly Malone, Ouf, si on ça peut doit être dire. compliqué. C'est un Ouf. enfer total. Je crois que j'en ai traduit 6 et j'ai dû mettre 3 mois par chanson, Ah oui, ça tu a bien vois. tapé, c'est déjà un bel exploit, ouais. C'est Ouais. un enfer total. J'avais traduit en cloque, rien que en cloque, rien que le titre déjà, c'était un enfer. Bon, elle Ah, s'appelle Knocked Up, c'est plutôt pas mal comme titre de chanson. c'était All Knocked Up. Ouais, Ouais. She's All Knocked Up. Ah la vache. Voilà. Ouais. Mm. Alors, tu sais que moi, Renaud, je lui dois une de mes chansons préférées. On n'est pas là pour parler de moi, mais c'est Fatigué.
Ouais, elle est La jolie, ouais. chanson Fatigué de Renaud est pour moi plus qu'une chanson, c'est un hymne. J'en signerai chaque mot, chaque vers. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que dedans, il évoque la Terre comme étant une fausse étoile perdue dans l'univers, Ouais. qui est assez rigolote. Alors, je vais me faire un petit plaisir, Henri, c'est que je vais Oui. envoyer l'amoureux de grands espaces que tu es. Ouais. Alors, je précise que Henri porte par pure provocation un sweat des Detroit Lions qui vont affronter le week-end prochain les 49ers de San Francisco, qui sont mon équipe de cœur depuis Joe Montana et Jerry Rice dans les années 80. Et que j'espère Coris, bien enfin les battre. tu peux zoomer aussi parce que dans cette image, mine de rien, bah, des galaxies, il y en a plein. Elles sont minuscules. Quand tu regardes l'image de loin, tu peux penser que ce sont des étoiles. Mhm. Et si tu zoomes notamment, tu vois la partie gauche de la galaxie, là, tu as Ouais. carrément quatre ou cinq galaxies qui apparaissent. Et si tu vas encore plus à gauche, tu en vois deux petites il y en a une, tu as Ouais. l'impression que c'est une étoile avec un halo, mais c'est bien une galaxie. Et voilà, tu peux faire toute l'image comme ça. Il y en a absolument partout. Dans cette image, alors ça, cet objet, c'est ce qu'on appelle une galaxie spirale qui se trouve assez proche. Ça se trouve à 35 millions d'années-lumière de la Terre. Alors, pour te donner un ordre d'idée, une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc, c'est 35 millions de fois 10 000 milliards de kilomètres. Donc, ça Oui, fait c'est beaucoup, beaucoup de à plein côté, sur quoi. une moto. Mhm. Et le pire, c'est que oui, c'est à côté. Ça reste encore à côté. Sur la taille globale de l'univers, c'est absolument fou. Alors, c'est une galaxie qui n'est pas très étendue, qui fait à peu près la moitié du diamètre de notre Voie lactée. Et je t'ai choisi ça parce que, bon, outre le fait qu'elle a la particularité d'être entourée d'une gigantesque coquille qui lui donne une forme de bulle qui serait liée à des étoiles, à la matière d'étoiles qui aurait été arrachée de la galaxie, c'est parce que là, tu as sous les yeux d'abord une image qui a 35 millions d'années. C'est-à-dire que là, on voit Ouais. la galaxie telle qu'elle était il y a 35 millions d'années. Mhm. Donc aujourd'hui, elle ressemble peut-être plus vraiment à ça. Et ensuite, parce que tu as dans cette image des milliards de mondes. Littéralement. C'est-à-dire que tu as des milliards d'étoiles dans cette seule galaxie. Tu en as autant dans toutes les galaxies que tu vois qui sont petites sur l'image parce qu'elles sont plus loin. Et que tu as en plus de ces étoiles des milliards de planètes sur lesquelles peuvent se trouver en partie des civilisations et des vies Ouais. intelligentes ou Bah, animales. c'est-à-dire que, comme je le disais dans le Testament des siècles, la probabilité pour qu'on soit les seuls dans tout ça, elle est quand même plus basse pour qu'on ne soit pas les seuls, hein. Et alors, elles viennent d'où ces images-là? C'est nous qui les prenons. Ça, c'est vous? Ouais, D'accord. ça c'est Astrofleet qui les prend. Oh, ça, c'est beau. Ouais, C'est- alors là, ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse du Dauphin, qui pour une fois est nommée de manière à peu près correspondante à la tronche de l'objet. Les Ouais. astronomes ont très souvent tendance à avoir quelques problèmes avec les pareils de lit. Bon. Là, en l'occurrence, ça ressemble vraiment à une tête de dauphin. Et là, ce que tu vois, ce sont des gaz expédiés par les couches extérieures d'une étoile qui sont propulsées par cette étoile, ce qu'on appelle les étoiles de type Wolf-Rayet. Et en fait, la bulle est modelée par les vents stellaires qui vont modeler la matière qui a été expulsée. C'est un objet qui se serait formé il y a à peu près 70 000 ans. C'est tout? Ah oui. Ouais, c'est tout. Et ça fait quelle taille, ça? Elle fait environ 60 années-lumière de diamètre. Alors, pour te donner, donc ça fait 60 fois 10 000 milliards de kilomètres. Ouais. Ça fait à peu près 60 fois le système solaire. C'est ça, d'accord. Ok. Voilà, dans sa vision la plus large. Voilà. Et ça, tu vois, c'est effectivement photographié par des amateurs. Ok. C'est magnifique. Très beau. T'inspires rien de particulier? C'est un temps d'exposition de... Non, ça ne m'inspire que des questions. Ah ben, mais faut pas, alors, faut pas hésiter parce que tu sais, bizarrement, les camarades n'osent pas trop en C'est poser. un temps Ouais. d'exposition de combien pour faire une photo comme ça? Euh, c'est une excellente question. C'est une seule photo ou en fait Ah c'est non, toutes non, 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 les... c'est Ah des bah, dizaines d'heures, hein. Ouais, des ouais, dizaines ah, d'heures. ok, Non, non, là, tu dois bien avoir, allez, je dirais 60, 80 heures dessus, hein. d'accord. Ouais. Non, non, une photo unitaire, tu vois quasiment rien, hein. Je Jamais. Il en vois. faut beaucoup, beaucoup pour réussir à avoir une image. Celle-là,
Elle était plutôt pour l'amoureux de Donjons et Dragons et j'avais sélectionné avant de savoir que tu avais un peu moins d'intérêt pour la fantasy. La nébuleuse du sorcier, Ouais. puisque on peut effectivement deviner la chapeau pointu avec un sorcier qui tend la main pour jeter un sort, qui est un amas d'étoiles, alors Ah ouais. qui est effectivement, tu peux te dire qu'effectivement, il y a quelques astronomes qui ont dû jouer aussi à Donjons et Dragons. Et là, pour reprendre ta question, là, il y a 70 heures pour faire la photo. Tu vois, Beau, hein. 70 heures de pause. Mais tu vois, c'est C'est un... flippant un peu quand même. C'est-à-dire que si je le regarde trop longtemps, ça commence à me faire flipper. C'est vrai. Ouais, Alors, écoute, loin de moi l'envie de te torturer, hein, non, mais flipper vraiment. dans le sens. Si tu Voilà, tu. commences à réfléchir à ce que ça implique, t'es foutu. Ouais, c'est ça. Oh là là. Rien que le temps pour aller d'un petit point à un autre petit point, là, Ouais. Ah c'est bah oui, déjà. On est déjà mort, je sais pas combien de fois. Tu l'avais dit pendant. Je crois que c'est l'interview de Norek, mais combien de temps la lumière du soleil, elle met à nous parvenir? Ah bah écoute, ça tombe bien puisque j'ai décidé de te faire vivre le même quiz Oh qu'Olivier. non, Si. oh merde. Ah bah si. Bah, surtout Tu qu'en vois, plus là-dessus, je m'en on rappelle vient de plus. savoir que tu l'as regardé en plus. Ouais, Ah bah on va voir si t'as bonne mémoire. non, non, pas du tout. Bah tiens. Alors on va justement passer au quiz. Eh ben ça tombe bien. Donc là aujourd'hui, on va avoir un match à distance entre Olivier Norek Oh, et je Henri préfère. Levenbruck. Je mettrai une petite sonnerie J'aurais et dû noter. la musique de Rocky. Ah ouais, t'aurais dû noter, ouais. Combien de temps donc met la lumière du soleil à nous parvenir? Putain, c'est en minutes, non? Ouais. 7. Ah, pas loin. Pas loin. Je crois que le chiffre exact, c'est dans les 7 minutes 59. Un truc comme ça, mais à 8 minutes, j'accepte la réponse, mais t'étais pas loin. Alors, tu vois, alors, Euh, si je te posais la question, c'est parce que ça, ce qui m'angoisse, c'est de me dire, si le soleil meurt, on va mettre 7 minutes à croire que tout va bien. ouais, 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 ouais. Après, ça ira très très vite, hein. Mais Ouais. bon, pour moi, tu peux te rassurer en me disant ça ira très très vite. Euh, si tu pleures dans l'espace, tes larmes s'envoleront Hmm. vers le haut, vrai ou faux? Non, elles iront dans le sens de l'inertie, enfin non, elles iront Bah, nulle part. elles n'iront nulle part. C'est bien ce qui fait que tu peux vite te noyer, mine de rien. Quand Dans tes tu as larmes? dans tes larmes, oui, parce que bah, pas dans tes larmes, mais Ouais. tu peux te retrouver avec un amado Dans la gorge, ouais. ouais, et qui bah, il bougera pas. À moins de lui donner une impulsion, il bougera pas. Hmm. Jusqu'en 2007, les cosmonautes emportaient des armes à feu dans l'espace, vrai ou faux? Ouais, alors ça, par contre, je me souviens de la réponse, parce que ça m'a marqué Ouais, quand tu l'as dit à Norek. Donc, c'est au cas où ils arrivent dans un milieu sauvage, un peu hostile, avec des bêtes sauvages pour pouvoir leur tirer dessus. d'accord. Bah Mais écoute, ça Norek, tombe lui, il a bien. répondu, Norek, lui, il a répondu que c'était pour tuer d'autres gens. Est-ce que Norek, c'est un ancien flic, donc forcément. Et un ancien militaire, attends, on va pas lui Ouais. enlever quand même l'infanterie de marine, il n'était pas là pour rigoler. Alors, étant fan des 49ers, je vais donc être fourbe, comme visiblement tu as une bonne mémoire, on va passer sur le même quiz, mais que Sébastien Drouin. Ah, ça, Voilà, donc je l'ai pas écouté, donc tu vois, là, je suis ah, vierge. donc, mais vous aviez eu la première question en commun. Donc, combien de temps faut-il pour atteindre Neptune, la planète, combien de temps, pardon, met la lumière du Soleil à atteindre Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil? Alors, nous, on est à 8 minutes lumière et Neptune. Neptune, c'est une des plus loin, non? Ah, Voire c'est là plus loin. la plus loin, ouais. Ouais. Euh, je dirais 1 heure. Ouais, 4 heures. Oh Mais la vache! la logique était bonne. Ah ouais, Ouais. c'est vraiment à perpète les oies. Ouais. Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire? Bah, Ah, Non, non, c'est officiel. 7, C'est non. 9. Ah bah ça, c'était avant. Ben Donc c'est voilà, entre les deux. donc c'est 8. Mais parce qu'il 8. y a une histoire où il y a une planète, on s'est rendu compte que c'était pas une planète, c'est ça? Pluton. Voilà, Pluton. Alors c'est pas tellement qu'on s'est rendu compte que c'était pas une planète, c'est qu'en fait on s'est rendu compte que des objets de la taille de Pluton, il y en avait des tonnes, et donc on allait finir avec un nombre de planètes absolument invraisemblable. Donc d'accord, voilà, on appelle ça des planètes, plutôt des objets transneptuniens aujourd'hui. Mais il y a d'accord. 8 planètes dans le système solaire. Est-ce que tu peux me les citer? Oh non. Vénus, Saturne, Mars, Uranus, qu'est-ce que j'ai Mercure. dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Vénus, Neptune, Mercure, j'en suis 6. La Terre, 7. Mhm. Et il m'en manque une. Jupiter. Non, T'as si. t'as cité Uranus?
Ouais, merde. Ouais, quand on les fait pas dans l'ordre, c'est pas évident, hein. Si, si, j'ai cité Uranus, mais parce que c'est le nom qui me fait le plus rire en anglais. Oui, ah bah ça, c'est très très difficile. How Euh, big, quel- how big is Uranus? Ça, ouais, enfin, quel est le nom de notre galaxie? La Voie lactée? Bravo. Quel est l'âge de la Terre Oh, à 100 millions d'années près? ouais, ça, je sais pas. Déjà, l'humanité, je galère à chaque fois. Ouais. Je sais pas. 400 millions d'années. 4 milliards 500 millions d'années. Ok. Déjà, Euh, l'humanité, je galère, moi. Je sais jamais. Homo sapiens, c'est 400 000 ans, non? C'est ça? J'en sais absolument rien. Alors, je vais te Ouais, dire, c'est bizarrement, c'est un truc qui a cessé de m'intéresser aussi à partir du moment où je suis parti. Je me contrefous de savoir depuis combien de temps l'humain est là, en fait. C'est ouais, pas important. je comprends. Parce que Mais tu j'ai vois déjà que j'ai du mal à me souvenir de mon âge. Alors 4 000 milliards d'années, la Terre? Non, pas 4 000, 4 milliards. 4,5 milliards d'années. D'accord. 4 milliards 543 millions d'années pour être précis, avec une petite marge d'erreur. Et tu vois, ça, c'est une belle histoire que j'aimerais raconter en bouquin. C'est un monsieur qui s'appelle Claire Patterson qui a découvert ça, enfin, qui l'a calculé, puisqu'on commençait à avoir des idées à peu près de l'âge de la Terre. Lui, il a réussi à le calculer d'une manière très précise. Et ce faisant, il datait en fait du plomb dans le zircon, et le plomb, c'est le stade de pourrissement ultime de l'uranium. Et donc, en connaissant ça, on était capable de savoir depuis combien de temps l'échantillon de météorites qu'il avait existait. Et en fait, il a été obligé de développer les salles blanches. Il a créé tout seul les salles blanches qu'on utilise aujourd'hui parce qu'il y avait une contamination au plomb sur tous ses outils. Il n'avait jamais deux fois la même. Et puis, il y avait une contamination au plomb dans la pièce où il était. Donc, il a été obligé de créer ces salles blanches. Et là, il a réussi à avoir des résultats qui étaient systématiquement les mêmes. Et il ne s'est pas arrêté à la gloire de pouvoir dire je suis le premier à avoir calculé l'âge de la Terre, ce qui pour un géologue était quand même Déjà capital. pas mal. Il a surtout cherché à comprendre pourquoi il y avait une pollution au plomb. Et il a mené des longues recherches avant de déterminer que ça venait de l'essence au plomb, qui était en train d'empoisonner toute la planète. Quand il a présenté ça, il a perdu tous ses financements, il a été viré de toutes les sociétés de géologie et il n'a été plus soutenu que par le département de l'armée américaine et par un sénateur américain pour continuer ses recherches et militer contre l'industrie du pétrole qui mettait à l'époque du plomb tétraéthyle pour éviter que les moteurs n'explosent. Et alors qu'il pouvait s'en passer. Et donc le plomb tétraéthyle rendait les gens fous carrément dans les usines. Mhm. C'était vraiment une saloperie et il a mis 30 ans et au bout de 30 ans, il a réussi à obtenir le fait qu'il n'y ait plus L'essence de sans plomb dans plomb. l'essence. C'est pour ça que tu as de l'essence sans plomb. Mhm. Et en 2 ans, le taux de plomb des jeunes Américains avait baissé de 88%. Voilà. Et personne ne sait qui est Claire Peterson. Et je suis fatigué de vivre dans un monde où tout le monde connaît Michel Fourniret et personne ne connaît Claire Patterson. Henri, parce qu'on arrive à la fin de cette petite interview, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité et de tes projets là? Alors écoute, j'ai Les Disparus de Blackmore qui sort en poche dans quelques jours. Donc à mon avis, il sera déjà sorti quand cette vidéo passera. euh, Puisqu'il est sorti l'année dernière en grand format. Et en général, chez moi, on respecte la loi de 1 an de délai entre le poche et entre le grand format et le poche. Et puis le quatrième tome des aventures de Gabriel Joly, qui est mon petit journaliste d'investigation pendant la Révolution française, devrait sortir au printemps. Je l'ai vachement retardé parce que j'ai un petit garçon de 3 ans qui a des soucis de santé un peu relous et que du coup j'ai pris beaucoup de retard dans mon écriture. Donc je l'ai décalé une première fois et puis une deuxième fois. Et là j'ai dit à mon éditeur, on donne pas de date précise, on va dire que c'est au printemps et on verra bien quand je l'aurai fini. Voilà. Eh bien, Henri, merci beaucoup Avec grand d'avoir plaisir. accepté de faire un petit tour dans les étoiles. J'ignorais complètement quelles étaient tes inquiétudes, sans quoi je t'aurais volontiers évité ça, mon Non, pauvre non, mais ami, parce t'inquiète que pas, hein. Non, ça va. Attends, je suis pas non plus névrotique, mais non, non, c'est génial. non, mais dis-toi que nous, Ça, on passe en notre même temps, vie à réfléchir à des trucs et des détails et des conséquences qui nous ramènent à rien. Vraiment, rien. ouais, ouais. Mais en même temps, ça me fascine, hein. Justement, je pense pour les mêmes raisons d'ailleurs. Je pense que ma peur de la mort, elle est aussi liée à la fascination que peut exercer sur moi l'univers, hein. Ouais, t'as déjà regardé dans un télescope d'ailleurs? Ouais, ouais. Ouais. Notamment dans celui de Camille Flammarion, figure-toi, Ouf. à Juvisy-sur-Orge. Et alors?
Eh ben, je voyais pas grand-chose. Souvent, on voit pas grand-chose. Mais il y a toujours une fascination pour ces objets, quand même, Ouais. qui s'exerce. Ah bah ouais, 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 ouais. Bah, complètement même. Ouais, ouais. Et puis, j'ai longtemps habité en face de l'Observatoire à Paris aussi, Ouais. dans le 13e. Euh, 14e, pardon, dans le 14e. Enfin bref, ouais, ouais, non, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai jamais vu des trucs, tu vois, en fait, quand t'es gamin, tu te dis que quand tu vas regarder dans un télescope, tu vas voir la même chose que ce que tu nous montres là sur les photos, et pas du tout. Donc, c'est souvent un peu déceptif quand tu t'y connais pas, quoi. C'est-à-dire, tu vois un point noir, et je, me, je crois que chez Camille Flammarion, j'ai vu du blanc et un point noir, quoi. Et on m'a dit, mais si, mais c'est le point noir qu'il faut regarder. J'ai dit, vous êtes sûr, c'est pas juste l'écran qui est sale? Et tu as écrit un roman qui s'appelait L'apothicaire. Ouais. Ouais. Tu crois qu'un jour l'astronome, ça pourrait t'intéresser? Parce que Bah écoute, le rôle des astronomes, figure-toi, a longtemps été un rôle politique et de bien pouvoir sûr. très important. Il y a eu un film français absolument magnifique qui s'appelle L'œil de l'astronome. Si tu l'as pas vu, je t'incite à le voir, qui est une pièce de théâtre filmée, qui est mais véritablement une merveille. Mais écoute, pourquoi pas, tu me donnes une idée, tiens. Ouais, D'autant ben, plus que dans l'astronomie, à l'époque, enfin, les gens étaient encore un peu pluridisciplinaires, quoi. C'était une époque où c'était encore possible d'avoir un savoir encyclopédique. Ouais, ouais, ça, pourquoi pas. Tiens, l'astronome, la suite de l'apothicaire, dédié à David Carra. Pourquoi pas? écoute, pourquoi pas. Henri, merci beaucoup. Rendez-vous dimanche prochain sur le terrain pour voir lequel de nos quarterbacks mènera son équipe à la victoire. On va vous piler. C'est ce qu'on verra. Merci beaucoup, Henri. Embrasse. Ciao.